Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve pour un nouvel épisode. Il n'y en aura pas tous les jours cette semaine, sachant que je suis en déplacement. Cependant, dans cette vidéo, je voulais quand même déjà en profiter parce que la bourse est calme depuis quelques jours. On avait eu ces deux grosses bougies haussières et là, ensuite, bah, le marché prend un petit peu de repos, ce qui est pas plus mal. Ici, vous avez le Nasdaq et sur le S&P 500 aussi. Et ça tombe bien du coup parce que il n'y a pas au final trop d'actualité et comme quoi tout s'aligne puisque je bouge et en même temps, eh bien, les marchés sont plutôt calmes. Dans cette vidéo, on va aller parler tout d'abord des entreprises automobiles, notamment dans le haut de gamme et le luxe. J'en avais pas mal parlé et il y avait eu des commentaires me disant que ça vous disait bien que je vous reparle, pourquoi pas, de Ferrari, de Porsche, et on va aussi rajouter Mercedes et BMW qui sont du haut de gamme, et les deux autres, je les considérerais plutôt comme du luxe. Donc on va regarder un petit peu les chiffres de ces entreprises, je vais vous donner un peu aussi ma vision des choses. Et en fin de vidéo, on ira aussi rapidement parler d'options parce que vu que les marchés se sont un petit peu calmés et qu'il y a aussi un petit peu moins de titres à acheter en ce moment, je travaille pas mal avec des options, on en reparlera. Et en fin de vidéo, je vais vous parler un petit peu aussi de tous les secteurs que je vais étudier pendant les voyages. J'en profite généralement pour écouter beaucoup de podcasts entre avions, transport, etc. Donc voilà, une vidéo un petit peu tranquille dans laquelle je vais vous présenter mes recherches. La première chose qui me vient à l'esprit quand je parle d'entreprises du luxe et du haut de gamme dans l'automobile, c'est d'aller regarder quels sont en fait le marché qu'adressent ces entreprises, donc en termes de volume et de prix médian. Et ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, je suis directement allé demander à une IA parce que je trouve ça assez pratique et je lui ai demandé de nous faire un tableau. Ici, vous avez à chaque fois pour ces quatre entreprises le nombre d'unités vendues et le prix médian. Donc on prend Mercedes, on voit qu'ils vendent entre 2015 et 2024, ils ont démarré un peu plus de 2 millions de véhicules. Aujourd'hui, ils sont à 2,389 millions pour un prix médian qui est passé de 50 000 $ à 70 000 $. Donc on est quand même sur du haut de gamme. BMW de 2,25 millions à 2,45 millions. À noter que les ventes ont baissé entre 2023 et 2024 et le prix médian passé de 45 à 65 000 $. Ensuite, on va rentrer dans le luxe. Là, ça va se voir de suite. Au niveau des volumes, Ferrari, on est passé en 2015 d'un peu plus de 7 000 voitures à aujourd'hui un peu plus de 13 000 voitures pour un prix médian de 250 000 $ à l'époque et aujourd'hui 350 000 $. Et Porsche, enfin, eh bien, c'est un petit peu à mi-chemin parce qu'ils vendent quand même beaucoup de véhicules, hein. 225 000 en 2015 et 325 000 aujourd'hui pour un prix médian qui est autour des 120 000 $. Donc on est sur à la limite entre le luxe et le haut de gamme, quand même à plus de 100 000 $. On commence pour moi à rentrer dans du luxe, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'ils ont des modèles très très chers. Et malgré les modèles très chers, eh bien, le prix médian est quand même un petit peu plus bas, même largement plus bas que Ferrari. À noter que toutes ces entreprises ont évidemment plein d'impacts au-delà des chiffres. On peut penser déjà au fait qu'il y a pas mal, notamment en Europe, de malus écologique. Il y a aussi de la transition qui est en train d'avoir lieu vers les véhicules électriques. Et ils s'y mettent tous. Et dès qu'on parle du haut de gamme ou du luxe, il y a évidemment une énorme part de marketing à jouer entre la rareté, l'attrait du produit bien évidemment, et aussi le prix de vente. Et donc ces entreprises sont sur des segments différents, mais il n'empêche que aussi bien Porsche et Ferrari sont quand même en partie en compétition à mon avis, et dans le haut de gamme, Mercedes et BMW, je les mettrai aussi en compétition. Et je voulais vous traiter le haut de gamme et le luxe, même si on va voir que c'est pas pareil au niveau des marges, etc. Mais voilà, je voulais vous traiter ces deux secteurs parce que ça a été pas mal demandé. Donc on va aller directement comparer les quatre entreprises, à savoir que Porsche est coté en bourse depuis peu, donc on n'a pas encore beaucoup d'années de données, mais on a quand même 2-3 ans. Première chose que je vais regarder quand je pense à ces business, c'est les marges brutes. Sans même parler de la croissance ou de la décroissance du chiffre d'affaires, ce qui serait aussi à regarder. Mais ça, en fait, on peut se rendre compte directement en faisant la recherche que j'ai fait avant, c'est-à-dire nombre de véhicules vendus et augmentation du prix. Vous allez avoir une bonne idée, par exemple, ce qui se passe au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Et donc, juste en regardant comme ça, je ne serais pas étonné que celle qui ait le plus de croissance de chiffre d'affaires, ce serait logiquement Ferrari, puisqu'ils ont augmenté leur prix de façon assez flagrante, les prix médians, alors que Porsche, on peut augmenter leur vente en pourcentage, ni leur chiffre d'affaires. BMW, on a à peine augmenté les prix, par contre, on a baissé les ventes. Et Mercedes, on a quand même bien augmenté les ventes. Mais vous savez quoi, vu que je vous le fais en direct, on va même aller regarder les chiffres d'affaires après les marges. Juste au niveau des marges, hein, c'est flagrant. Ferrari, la plus grosse capacité à fixer les prix, puisque c'est les prix les plus chers. Et même si on vend la voiture 3 fois plus cher que Porsche, elle n'a pas coûté 3 fois plus cher à fabriquer. Donc là, on retrouve une vraie capacité à fixer les prix. Donc marge brute à autour de 50%.
Porsche, on est plutôt autour des 28, 27, peut-être 30% dans les bonnes années. Et Mercedes et BMW, on va être beaucoup plus bas avec des marges brutes qui se baladent entre 18 et 20%. Et on voit qu'elles avaient un petit peu baissé là sur 2024 et elles sont en train de se reprendre un petit peu. On disait qu'on va aller regarder les chiffres d'affaires, comme ça ce sera fait aussi. Alors, chiffre d'affaires en croissance annuelle composée là, depuis 3 ans, BMW est en baisse. Mercedes est en très légère hausse. Porsche, les chiffres ne vont pas plus loin, donc on va aller les regarder à côté sur Yahoo Finance, comme ça ce sera fait. Donc, ce qu'on voulait regarder par contre, ce qu'on disait, c'était le chiffre d'affaires, excusez-moi, et le chiffre d'affaires a globalement un tout petit peu baissé, stagné, on va dire, entre 2023 et 2024. Donc, croissance à plat. Bref, on va continuer. On va aller voir les marges nettes et marge de flux de trésor. Alors, je vais vous les chercher. On va se le faire en direct. Marge nette, marge de flux de trésor. On va regarder d'abord la marge nette. Allez. Donc, marge nette de Mercedes et BMW sont plutôt basses. Entre les bonnes années, 5 et 10%. Les mauvaises années, on passe sous les 5%, notamment ici pour BMW. Ferrari, très bonne marge nette, à plus de 20%. Et Porsche, à mi-chemin, 12, 13, 14%. Et marge de flux de trésor pour voir s'il ne brûle pas du cash. On va découvrir tout ça ensemble. C'est hyper intéressant de comparer. Et d'ailleurs, là, vous voyez directement au niveau des marges, on voit la différence de capacité à fixer les prix entre le haut de gamme et le luxe. Ça a quand même vraiment rien à voir. Et ici, eh bien, il y a eu des années où BMW a brûlé du cash, notamment là sur un trimestre en 2024. Mais bon, depuis, ils se sont repris, ils sont très très légèrement positifs, mais ça reste des marges assez faibles. Vous voyez, marge de flux de trésor pour BMW, il y a des trimestres en négatif et puis on régénère 1%. À l'époque, avant 2023, on générait plutôt autour de 8-10%, ce qui est déjà mieux. Ferrari, on est beaucoup mieux placé à 20%, 19%. Et Porsche, comme je vous disais, on l'a regardé tout à l'heure directement dans le document. Ils ont bien généré du free cash flow, on le voit ici. Et pour finir, on va aller voir les ratios de prix, notamment le prix par rapport au chiffre d'affaires. Puisqu'on a vu que les marges étaient clairement pas très stables chez notamment BM et Mercedes, ça allait pas ultra bien, donc on va plutôt regarder le haut du compte de résultat. Et je pense qu'on va avoir une énorme différence sur combien se payent ces entreprises. Et oui, on a une énorme différence, et c'est pas du tout étonnant. Ferrari se paye plutôt au-delà de 10 fois le chiffre d'affaires. J'avais fait une vidéo à part sur Ferrari, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous aurez mon avis sur l'entreprise. Et par contre, les autres entreprises se payent beaucoup moins cher. Notamment parce qu'il y a beaucoup plus de risques dessus, sachant que BM et Mercedes, c'est des entreprises où je me suis un petit peu amusé à aller regarder la dette, le cash, le nombre d'années qu'il faudrait pour rembourser cette dette si on revenait même, si on avait une bonne marge sur les flux de trésor, sachant qu'elle fait carrément le yo-yo, comme on l'a vu des fois, elle est même en négatif sur une des deux. Effectivement, je ne suis pas forcément ultra rassuré par ces entreprises du haut de gamme. Je serais peut-être quand même plus rassuré sur celles du luxe, et encore une fois, c'est parce que, comme on le disait, sur cette page-là, on est sur du plus petit volume. Chez Ferrari, on maintient des prix élevés. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus dur de se faire disrupter par les changements qu'on a dans le secteur de l'automobile, parce qu'en fait, c'est des achats de passionnés, de plaisir, alors que sur ces autres entreprises de haut de gamme, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le secteur. On fera peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus, un de ces quatre, sur les changements de consommation dans le monde du transport, tout simplement. Et le Joker, c'est Porsche. Je me demande ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont monter les prix ou monter les volumes ou même baisser les volumes pour monter les prix? Ce serait hyper intéressant de savoir ce qu'ils vont faire parce qu'en fait, ils sont à mi-chemin entre le haut de gamme et le luxe. On a vu que le chiffre d'affaires a tendance à stagner depuis un an. Très curieux d'aller voir ce qu'il en est. Donc voilà un petit peu, c'était pour vous faire des recherches en direct aussi, que vous ayez ma réflexion. C'est une vidéo que je vous fais un petit peu en chemin. Et si vous voulez beaucoup plus d'infos précises, notamment sur Ferrari, j'avais fait une vidéo dédiée à l'entreprise. À savoir aussi, et je tiens à vous le dire, que ce n'est pas des entreprises sur lesquelles je m'expose personnellement. Surtout Mercedes et BM, c'est des boîtes qui me font peur. J'en avais déjà parlé. Ferrari, dans la vidéo que j'avais fait, j'avais été surpris par franchement la qualité de l'entreprise. C'était un problème plus de valo, mais je comprenais vraiment que ça se paye le prix que ça se paye, parce que derrière, il y avait aussi des fondamentaux qui faisaient que le marché le payait ce prix-là, et je pouvais tout à fait le comprendre. Donc au contraire, j'avais bien été surpris par l'entreprise en positif.
Et Porsche, eh ben, je suis un peu à mi-chemin. Un Mercedes et un BMW, j'ai très peur. Un Ferrari, j'ai moins peur s'ils arrivent à maintenir cet aspect haut de gamme, capacité à fixer les prix et rareté. Et Porsche, eh ben, c'est à mi-chemin. J'aurais plus peur qu'un Ferrari, mais beaucoup moins peur qu'un BMW et qu'un Mercedes. Mais il n'empêche que si je devais en choisir une sur les quatre, sachant que j'en ai aucune en portefeuille, hein, mais s'il y en avait une que je devais choisir sur les quatre, je pense que ce serait quand même Ferrari. Voilà pour une opinion, mais je n'ai pas Ferrari en portefeuille. Je vous invite à aller voir la vidéo dessus, comme je vous le disais. C'est pas un problème de qualité, c'est plus un problème de valorisation et de coût d'opportunité. J'ai de l'argent à allouer et je suis obligé de l'allouer sur les investissements que je trouve les plus pertinents actuellement, mais rien contre l'entreprise. On va passer sur les options et je vous parle de ça directement comme ça sera fait. Sachez que du coup pendant les voyages, là, je vais beaucoup regarder, notamment étudier aussi le monde de la santé. J'ai beaucoup de calls destinés aux investisseurs, donc de conférences destinées aux investisseurs, de résultats à aller écouter. Des podcasts aussi que je me suis téléchargé, notamment sur les convergences entre la santé et l'IA, notamment tout ce qui est gain de productivité dans la santé grâce à des outils. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dedans. Et j'ai étudié aussi beaucoup la conduite autonome avec ce que fait Waymo. J'étais impressionné de voir des derniers articles qui parlaient de 200 000 trajets faits dans 4 villes aux États-Unis chaque semaine, de ce qui se passe aussi sur le FSD. Et je vous en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs dans quelques jours avant que je me repose avec l'ordi, que je remonte le studio micro, etc. ailleurs. Bref, revenons aux options. Je voulais vous en reparler parce que vu que les marchés, on va retourner voir le S&P 500 ensemble, se sont un peu stabilisés après quand même une sacrée hausse, hein. On avait bien acheté la baisse et quand je dis on, j'entends moi sur la chaîne et évidemment, vu que je partage tout ça à la communauté et je parle avec vous, je sais que vous avez été aussi beaucoup à saisir cette opportunité. C'est pour ça que je me permets de dire on, même si évidemment je ne connais pas le cas de chacun, mais j'échange quand même avec des personnes. Et globalement, on a un peu tous la même vision des choses dans la communauté, que ces baisses, ce sont souvent des opportunités. Bref, les marchés étant bien remontés, j'ai un petit peu moins de dossiers à acheter, puis je me calme un peu parce que j'avais mis un gros budget sur avril. Donc je travaille pas mal avec des options, notamment de la vente de covered call sur CLSK CleanSpark. C'est une exposition proxy crypto en bourse. Et tout simplement, je serais prêt à vendre mes actions si on venait à encore monter, tout simplement parce que le NAV, c'est-à-dire le Net Asset Value, donc la valeur qu'on a de BTC en stock dans le bilan par rapport à la cotation de l'entreprise, la capitalisation, il est quand même beaucoup monté et j'aimerais m'exposer plutôt sur d'autres proxys. Donc en ce moment, je vends de l'option d'achat à 10,5 sur environ 15 jours, ce qui me permet d'attraper, comme vous le voyez ici, 50 dollars globalement par contrat pour 1050 d'actions contrôlées engagées, ce qui nous fait un sacré retour sur investissement. Si on se le fait à la calculette, 50 divisé par 1050, ça nous fait du 5% en 2 semaines. Et évidemment, je peux tout à fait me faire exercer et donc avoir à vendre mes actions, mais je suis OK avec ça, j'ai de la plus-value et de toute façon, je compte justement les passer sur un autre proxy en ce moment. Donc ça ne dérangerait pas du tout, mais je suis pas pressé et je prends mon cash, je prends ma prime. Il y en a qui veulent parier à la hausse, eh bien il n'y a pas de souci, je suis là pour récolter des primes jusqu'à qu'ils aient raison, puisque de toute façon ça ne me dérangerait pas de passer sur autre chose. Et donc voilà. Et ce que je fais aussi, je vends des puts et notamment sur IMS, je suis en train de regarder. Alors après, les lignes exactes, les prix cibles exacts, etc., c'est propre à chacun, ça dépendra de votre analyse. Mais l'objectif, là, quand je vous parle d'options, surtout que c'est des techniques un peu plus avancées, l'objectif, c'est de vous présenter les concepts et de toujours vous parler un petit peu de ce que je fais en ce moment, parce que c'est toujours ce que j'ai tenu à faire sur la chaîne. Cependant, évidemment, après, chacun prendra ses propres décisions. À noter aussi pour les membres du programme, j'ai posté la vidéo en début de semaine, comme chaque début de semaine, où justement, je vous présente un petit peu ça et je vous parle aussi de pas mal d'autres sujets du marché en ce moment, de ce que j'achète, de ce qui s'est passé sur la macroéconomie, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme, premier lien en description. C'était le petit instant publicité pas prévu. Sur IMS, je regarde en ce moment sur entre 2 semaines et 4 semaines, notamment la vente de put, beaucoup plus bas, hein, certainement, entre 40 et peut-être 45. Ça commence à quand même payer de l'ordre du pourcent et demi sur 3-4 semaines. Pour un titre que je considère, même si j'ai plus de 400 actions en portefeuille, que j'aurais pu en acheter plus, et même si j'ai un prix de revient unitaire très très bas, je serais capable, et d'ailleurs j'en avais racheté il y a quelques temps, malgré qu'on soit sur des prix bien plus élevés que mon prix de revient unitaire, c'est pas grave, ça fait monter mon coût d'acquisition global, mais je m'en moque.
Je suis pas là pour, entre guillemets, «flatter l'ego» avec des gros pourcentages verts. Je préfère avoir une plus grosse position, même avec un prix de revient unitaire un peu plus élevé, du moment que je crois toujours dans les fondamentaux de l'entreprise. Parce qu'au final, si j'avais pas fait ça, bah, j'aurais jamais racheté du Tesla à 160, 170 parce que j'en avais déjà acheté à 50 et à 100, il y a très longtemps à 50 et puis après pendant la grosse baisse qu'on avait connue où ça avait touché 103, 104, rappelez-vous. Et si je m'étais arrêté là à 50 puis à 100, et ben j'en aurais pas acheté encore beaucoup plus à 170 et aujourd'hui je sais même plus à combien on est. Je sais pas, enfin, le cours des entreprises, c'est pas les choses qui m'importent au quotidien. Aujourd'hui, on est à 340. Euh, donc encore une fois, de la même façon, on peut aller voir IMS. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que j'hésite pas à acheter, même si je suis déjà en très forte hausse dessus. Vous voyez, IMS, j'ai un prix de revient unitaire à 7 dollars et des poussières. Le titre en vaut 62. Et oui, si je venais à augmenter ma position, peut-être sur, je sais pas, 35 dollars, 45 dollars, encore une fois, j'ai mes prix cibles et chacun aura les siens. Et ben oui, ça va faire exploser mon prix de revient unitaire à la hausse, mais c'est pas grave. Ce n'est que de l'ego si je ne le fais pas. Et si l'entreprise, plus tard, elle continue à monter, eh ben, je préfère avoir le plus d'actions possible que d'avoir le meilleur prix de revient unitaire possible. La taille du portefeuille m'importe beaucoup plus que d'avoir des prix parfaits. C'était un petit aparté. Et donc, du coup, oui, je pense sincèrement à continuer à vendre des puts dessus. Je suis très loin, donc c'est pas du tout sûr que je me fasse assigner. Mais en fait, vous voyez, la volatilité est telle sur cette entreprise que malgré que je prenne un strike aussi bas, j'arrive toujours à faire 1 à 2% par mois, ce qui est impressionnant. Donc j'en profite. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. J'avais pas mal de petits points à vous présenter. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça ressemblait beaucoup plus aux sessions de travail qu'on se fait dans le programme, où je fais des recherches en direct, je présente les derniers mouvements, ce que je réfléchis, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire une de ce style aussi parce que ça m'arrange bien vu que je suis en déplacement, c'est beaucoup plus simple à mettre en place comme vidéo. Et quand même hyper intéressant ce qu'on a vu sur Porsche, Ferrari, BMW et Mercedes, les différentes stratégies, et ça se retrouve notamment dans les marges, comme quoi il y a un moment, quand on prend un compte de résultats et qu'on regarde ça avec la stratégie de l'entreprise, bah, notamment où elle s'est placée en termes de gamme produit, et bien instantanément, on voit des différences. Et si on vous montre ce graphique sans vous dire qui est qui, c'est-à-dire que si j'avais pas écrit Porsche, BMW, Mercedes et Ferrari, eh bien, juste avec les marges brutes, je pense qu'on aurait pu deviner qui est qui. Comme quoi, il y a vraiment des liens entre les business des entreprises, ceux qui font, et les comptes de résultats. Ce sera la conclusion de la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et à dans quelques jours pour un prochain épisode.